Rebonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplade avec nous dans ce 40e épisode du Pince Crâne. Je suis Bambichon et aujourd'hui avec mes deux formidables invités, nous allons discuter, analyser et débattre sur le game design de notre jeu de cartes préféré. Et pour ce faire, je suis accompagné de deux personnes. À ma gauche, nous avons notre cher Charles Wickham. Comment vas-tu, beau gosse ? Ça va très bien Bambi, merci pour l'invitation. Et de l'autre côté, ça faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas fait de podcast ensemble. J'ai mon compère, j'ai mon compère Nox. Comment tu vas, Nox ? Bah ça va super, et toi ? Bah écoute, ça va, j'ai fait une grosse semaine de boulot, mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Alors avant de commencer, je voulais juste souligner que c'était le 40e épisode et que ça fait un sacré bout de chemin. Et aussi, je voulais glisser qu'on venait d'atteindre les 2000 abonnés sur YouTube parce qu'on en avait parlé nulle part et que je me disais qu'il fallait qu'on en parle quelque part. Voilà, c'est tout. Félicitations. Alors aujourd'hui, on est là du coup pour parler de game design, notamment parce que c'est le métier de Charles Wickham, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Qui va nous parler un peu du jeu sur lequel il travaille, sans aucune sponsor évidemment. Enfin, si jamais vous avez envie, n'hésitez pas. Hein. Mais en tout cas, c'est pas le cas ce soir. Du coup, est-ce que pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter toi-même en tant que personne ? Ok, je m'appelle Charles Wickham, je suis un joueur de Magic, je suis en compétitif depuis après 2016. Je suis également hôte du podcast qui s'appelle le Podcaster Mage, où on parle de Magic, de la compétition de manière générale. Je suis allé une petite fois au Pro Tour, ce qui est très peu, mais j'aimerais bien faire beaucoup plus. Et à côté, je suis game designer sur un TCG qui s'appelle Altered. Ça marche. Donc, est-ce que tu voudrais peut-être te présenter pour nos auditeurs qui se disent que c'est peut-être le bon moment, le 40 épisode, pour commencer le Pince Crâne ? Oh putain, je sais pas si je me suis déjà présenté d'ailleurs, c'est rigolo. Moi non plus en fait. Ouais. C'est marrant ça. Ouais, mais c'est vrai. Moi c'est Nox, du coup j'hoste aussi le Pince Crâne, et le reste de mon temps, comme le qualifierait un de nos chers ministres, je suis éco-terroriste, voilà. Ah, ça c'est une belle description. C'est une belle description, ouais. Est-ce que, Charles, avant de présenter le jeu sur lequel tu travailles, est-ce que tu pourrais présenter un peu le métier de game designer en fait ? Qu'est-ce que ça fait un game designer tous les jours ? Alors, c'est pas évident de répondre à cette question parce que c'est assez vague en fait. Genre, la majorité des trucs que fait un game designer, c'est se foutre sur la gueule avec un autre game designer parce qu'ils sont pas d'accord. Ça, c'est vraiment le truc qui ça rentre. Et en gros, beaucoup de temps qu'on passe, c'est discuter et tester des trucs pour faire des mécaniques de jeu. Globalement, l'idée, c'est de réaliser les mécaniques de jeu et les éléments de jeu. Donc en gros, dans le cadre d'un jeu de cartes, c'est à la fois les mécaniques de jeu, donc par exemple la phase d'attaque à Magic, et les cartes individuellement. Et en fait, une fois que tout est en place, ça a l'air facile, mais avant que les choses soient en place, il y a vraiment beaucoup de possibilités, et souvent on discute pour se mettre d'accord sur les trucs. Ok, donc en gros, vous passez votre temps à discuter quoi. Ouais, et comme moi j'aime pas trop discuter, c'est pas facile. Et toi, Nox, c'est quoi ta vision d'un game designer ? Ouais, mais un game designer, effectivement, au-delà d'un mec qui discute, je pense que c'est des gens qui triturent un jeu de façon à le rendre fonctionnel, qui imaginent surtout, avant tout, des mécaniques de jeu, des boucles de gameplay, qui essayent de faire en sorte que non seulement tout ça s'imbrique bien, mais que le joueur derrière éprouve du plaisir de jeu. Et de façon à le rendre accro à son jeu et acheter plein de boosters quand il s'agit d'un TCG. Ah oui, il y a une grosse partie capitalisme, hein. C'est très important que vous achetez nos jeux à la fin. Non, c'est faux, il y a des gens qui sont game designers de façon bénévole sur des modes typiquement dans des jeux vidéo. Ouais, carrément. Donc voilà, c'est pas forcément le capitalisme, juste dans mon cas c'est le capitalisme. Voilà. Ah putain, mais c'est de ça qu'il faut que je parle en outro, c'est des modes de Baldur's Gate 3, putain. Voilà, t'as trouvé ton outro. C'est alors, avant de continuer, je voudrais juste vous parler d'un truc. C'est que moi j'ai deux écrans et j'ai mon runner sur l'écran de gauche et je vois Charles cliquer partout sur le Google Doc. Ah oui, ça peut rendre fou les gens, ça. Sache que j'ai un terrain un peu hyperactif, alors je clique partout, tout le temps, quelle que soit l'activité que je fais.
Ok. Si tu veux, je peux prendre mon Rubik's Cube pour m'occuper les mains, mais niveau son, c'est pas ouf. Non, je t'en Donc, prie, c'était juste... je voulais donner ça. Je voulais donner ça à nos auditeurs et auditrices. Très bien, cadeau à eux. Cadeau. Et bah du coup, est-ce que maintenant qu'on a laissé un peu de suspense et tout, ce que tu peux nous parler du formidable jeu qui va absolument tout révolutionner sur lequel tu travailles? Alors, c'est difficile de savoir par où commencer, parce que Altered, c'est quand même beaucoup de choses en même temps. Déjà, l'idée de base d'Altered, c'est que ça vient d'une idée de Régis, donc qui est le boss de la boîte, qui lui est un vieux de la vieille, a commencé Magic il y a hyper longtemps, genre 93 et tout. Et le constat, c'est que depuis que les TCG ça existe, il y en a plein des différents qui sont sortis, mais c'est souvent un peu toujours les mêmes recettes. Et surtout, on n'a pas trop cherché l'innovation. L'innovation plus technologique en fait. Et il y a des trucs qu'on a essayé, mais ils ont des fois un peu foiré. Et l'idée avec Altered, c'est de se dire, bon bah voilà, de nos jours, le TCG c'est quelque chose qui est pour un public qui a quand même un peu d'argent, qui a accès à la technologie, donc on va s'en servir. Et on va y aller. Et du coup, Altered, c'est un jeu qui à la fois essaye d'innover d'un point de vue gameplay, mais aussi d'un point de vue produit sur ce que ça présente. J'ai l'impression que je fais des phrases de marketing depuis tout à l'heure et que je n'explique rien du tout. C'est à peu près c'est ça, parfait, ouais. c'est langue de bois 100%, parfait. C'est terrifiant, mais c'est terrifiant. En fait, j'ai beaucoup trop écouté Eric qui fait sa présentation marketing pendant longtemps et du coup, j'essaie de faire des machins comme ça. Mais bref, du coup, on est sur un TCG qui est dans un univers qui se veut positif, joli, coloré. On cherche pas à se foutre sur la gueule. Le but, ce n'est pas de se tabasser, mais c'est de faire la course de l'exploration. Et dans le cadre de ce jeu, nos petites cartes disposent de QR codes qui nous permettent d'avoir plein de petits services annexes au jeu. Et ça me prendrait vraiment très longtemps de tout expliquer. Mais si tu as prévu que j'aille plus dans les détails à un moment X ou Y, dis-moi ce que tu veux que je détaille. Ça marche. Bah, en gros, je vais essayer de résumer d'un point de vue profane ce que moi j'ai eu comme explication en tant que ludicaire, et tu me diras si je suis complètement à côté de la plaque. En gros, c'est des NFT. Tu es complètement à côté de la plaque, vas-y. T'as dit en gros, c'est... T'as dit en gros c'est des NFT? Ouais, voilà. Alors non, non, c'est pas des NFT. Non, blague mise à part. Alors gros, ouais, c'est la blockchain en fait. C'est directement relié à 9gag. Et en fait, à chaque fois que tu postes un mème d'Incel, on gagne des sous. Il y a des bitcoins qui vont direct sur notre... Des Dogecoins, tu veux dire? Ouais, exactement. Des Dogecoins. Des Dogecoins. Alors non, blague mise à part, en gros, si j'ai bien compris, Altered, les QR codes en fait sur les cartes d'Altered te permettront non seulement de scanner en fait ta collection entière et du coup de pouvoir la stocker numériquement, ce qui va permettre deux choses. La première, c'est de pouvoir importer directement tes listes de cartes pour les tournois et du coup d'avoir que chaque carte soit un exemplaire unique en fait. Et la deuxième, si j'ai bien compris aussi, c'est que vous allez travailler de manière très étroite avec Cartamundi, qui permettra, si jamais vous avez une carte qui est abîmée, de pouvoir la réimprimer par exemple via Cartamundi, ou, si j'ai bien compris aussi, dans certains boosters, il y aura genre des trucs comme de la poussière de Hearthstone qui permettra en gros d'avoir des cartes en version foil et de les commander directement à Cartamundi, c'est ça ? C'est ça. Alors à part que le service print on demand, c'est pas forcément un truc que tu peux avoir pour tes cartes abîmées, mais c'est un truc aussi que nous on ouvre complètement. En mode, chaque carte que tu possèdes, tu as le droit de payer pour la réimprimer et l'avoir chez toi. C'est un système de proxy officiel en gros. C'est-à-dire que moi j'ai mon deck, je le possède numériquement en exemplaire, je peux l'imprimer en 10 exemplaires si je veux et le filer à mes 9 potes. Et si chacun fait ça, on a tous les 10 accès à 10 decks et on joue ensemble, quoi. Ok, mais par contre en tournoi, il faut avoir le... Enfin, je ne peux posséder qu'une seule carte, quoi. Oui, bah il faut l'avoir en 3 exemplaires si tu l'as en 3 exemplaires dans ton deck. Si tu l'as en un exemplaire, tu peux pas l'imprimer 10 fois et la mettre 10 fois, quoi. Ça, c'est pas possible. Ça marche. Ça t'évoque quoi, Nox, du coup ? Ah, je sais pas, je trouve ça intéressant et en même temps, c'est dur à se représenter c'est dur à se représenter parce que c'est complètement innovant. Donc, il y a beaucoup de choses qui, même pour nous, elles sont pas évidentes de se représenter ce qui va se passer exactement parce que on pense que c'est un truc qui plaira aux gens et en même temps, on n'est pas exactement sûr de comment ils vont l'utiliser. C'est en tout cas une chose est sûre pour les gens qui vont faire ça, c'est du taf, quoi. Donc, j'imagine, si c'est du taf, c'est des frais, donc tout ça c'est des engrenages à bien emboîter. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, tu vois. Même du coup, ça veut dire que chaque carte est unique en quelque sorte, hein, donc
Donc le délire de... Fini, quoi. D'accord, donc bon, le délire... ok, je comprends un peu mieux la blague des NFT. Ouais, je sais pas, enfin, là comme ça, je trouve ça intelligent, mais tu nous as pas trop parlé du gameplay, et je dois t'avouer que c'est plus ça que moi qui m'intéresse en tout cas. Dans le gameplay, vous avez joué à Star Wars Unlimited ? Non. Ok, vous avez joué... Je sais pas qu'il y a d'autres jeux qui se jouent en tour par tour. Enfin, en gros, ça se joue en cycle de journée. En gros, chaque journée correspond à un cycle pendant lequel on va savoir qui explore. Et en gros, de chaque côté, en fait, t'as un board, mais qui est représenté entre les deux joueurs. C'est une brique jeu de société, en fait. Mm-hmm. Donc t'as une map qui fait 5 cartes, sur lesquelles t'as des pions qui représentent tes expéditions. Chaque joueur a 2 expéditions, et le but, c'est de les faire se rejoindre. Donc, elles commencent chacune aux extrémités, et au fur et à mesure, à chaque cycle, t'en fais avancer une ou l'autre, ou aucune si ton adversaire te baise, et au bout d'un moment, t'as avancé, tu t'es rejoint et t'as gagné. Et du coup, en fait, à chaque cycle, on joue chacun son tour, je joue une carte, puis tu joues une carte, puis je joue une carte, puis tu joues une carte, jusqu'à ce qu'on ait passé tous les deux. Et quand on l'a passé tous les deux, on résout, et on regarde qui avance, et on fait la même chose, et après on reprend un nouveau tour, et là, au nouveau tour, c'est là où tu pioches, tu les tapes, tu poses un mana, etc. D'accord. Et en gros, c'est beaucoup un jeu de positionnement, parce que la façon dont tu avances, c'est-à-dire que chaque case sur laquelle tu es positionné a des régions, des types de régions. Ça peut être soit des régions montagneuses, océaniques ou forestières. Et du coup, si je suis en forêt, il faut que je pose des mecs qui sont forts en forêt. Et toi, si tu es en montagne, il faut que tu poses des mecs qui sont forts en montagne. Mais en gros, je vous ai dit avant qu'on avait 2 expéditions, du coup tu as 2 boards différents, un board à gauche et un board à droite. Et en fait, les boards se font face. En gros, c'est une sorte de majorité, quoi. Ouais, c'est ça. Et en gros, typiquement, moi, si je suis en forêt, il faut que j'ai le plus de stats en forêt pour pouvoir avancer. Et si toi, t'es en montagne, il faut que tu aies le plus de stats en montagne pour pouvoir avancer. Et du coup, moi aussi, je peux être malin et dire du coup, je mets des stats en montagne pour t'empêcher d'avancer. Et en fait, du coup, c'est un jeu de positionnement. Il faut savoir rapidement à quel endroit ça vaut le coup de se battre, à quel endroit il faut lâcher l'affaire. Quand est-ce que tu dépenses tes ressources et pas. Ou pas. C'est un peu comme le Gwent à ce niveau-là, où il y a un petit côté de ok, combien je donne et combien je lâche. Et après, le petit twist, c'est qu'on a une zone de jeu supplémentaire qui s'appelle la réserve. C'est-à-dire que en fait, les bêtes ne restent pas en jeu tout le temps. C'est-à-dire qu'à la fin du cycle, donc à la fin d'une journée d'exploration, tes cartes et toutes tes bêtes qui sont en jeu vont en réserve. Du coup, la réserve, ça devient une deuxième main. Et du coup, t'as une information publique partielle. C'est-à-dire, c'est comme si la moitié de ta main était visible par l'adversaire, qui du coup peut un peu anticiper ce que tu vas faire. Et du coup, sur les tours suivants, au fur et à mesure, t'as la gestion de ok, qu'est-ce que mon adversaire va faire avec ce que je sais, mais aussi il peut avoir des trucs que je sais pas. Voilà, où est-ce que j'avance et où est-ce que je lâche à faire. D'accord, ok. Donc il y a un petit peu de garde de territoire, des trucs comme ça, ok. C'est ça. Bon. Et en même temps, des fois, juste les deux joueurs avancent parce que moi j'ai mis des stats en forêt, toi t'as mis des stats en montagne, et puis on est parti. Sur le net, sur YouTube ou quoi, on peut retrouver un peu du gameplay, des trucs comme ça ? Alors il y en a un tout petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'il y a eu des tests qui ont été faits à Baltimore aux États-Unis il y a à peu près un mois, je crois, un mois et demi. Il y a un mec qui a filmé sa session entière et qui du coup permet de voir un peu les choses, mais pas de contenu officiel parce qu'on s'en occupe bientôt, mais je veux pas les dates parce que c'est le marketing qui s'occupe de ça. Mais il y aura très très bientôt du gameplay visible, voire des choses en plus que je n'ai absolument pas le droit de dire maintenant, mais qui devraient répondre à ta question. Tu ne lâches aucune exclue, quoi. Ah ouais, là je me fais détruire si je le dis. Et la possibilité de le tester en boutique bientôt avec ce que vous appeliez le roadshow. Le roadshow, du coup, nous en tant que ludicaires, si on souhaite participer à ça et notamment Kickstarter du jeu, on pourra avoir des cartes, des petits decks de démo pour faire tester aux gens en boutique, quoi. Tout à fait, vous aurez les 6 précos qu'on a fait jouer à Essen le mois dernier, qui sont assez récents, mais ce sera quand même pas les finaux. Mais ils sont pas très loin de ce qu'il y aura en finale non plus. Et du coup, l'idée c'est qu'il y a une quarantaine de shops en France, mais il y en a aussi une quarantaine en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, enfin il y en a partout globalement, qui font partie de ce roadshow. Et c'est des activités où en gros nous on file des milliards de matos et des gens formés pour le jeu au shop, et on leur dit voilà, faites une après-midi alter de chez vous et nous on vous rince, quoi. Et ça, du coup pour les gens c'est gratuit, hein, juste ils viennent
ils jouent. Et des fois, ils peuvent même repartir avec un petit quelque chose, je crois. Ça a pour objectif de faire monter l'hype sur le jeu, globalement. Et ça, c'est plutôt stylé. Ouais, ça c'est assez cool. En vrai, pour le coup, moi je suis. Enfin, tout à l'heure, j'ai un peu craché sur le marketing, mais franchement, ils font du bon taf. Et genre, ils aiment bien. Là où ils savent qu'ils peuvent donner un peu des sous pour faire les trucs stylés, ils le font quoi. Ça, c'est plutôt cool. Parce que. Moi, en tout cas, ça me fait penser à une époque que je regrette vraiment beaucoup de Magic où on donnait des demi-decks en fait en boutique et il n'y a pas mieux. C'est plus le cas maintenant ? Non. Ça fait super longtemps que c'est plus le cas. Ça fait longtemps que c'est plus le cas. Ouais. Et... Moi, je me rappelle que j'en avais chopé pour apprendre à ma copine, donc c'était il y a, je sais pas, 4-5 ans, un truc comme ça. Mais ça fait. Je pensais que c'était encore le cas. Après, c'était vraiment de la merde, ces demi-decks. Hein. Oui, mais c'est pour apprendre à jouer. T'avais, je sais pas, 20 cartes. 30. Et 30 ? Ouais, je sais pas, il y en avait 3 qui avaient un keyword, quoi. Ouais, mais c'est pas grave, ça permet d'apprendre, ça permet de découvrir le jeu, d'apprendre à jouer. Il n'y a pas mieux que ça. Hein. Moi, je le vois sur l'Orcana, j'ai ouvert 6 précos et j'ai fait tester. Et il y a plein de gens qui sont rentrés dans le jeu parce qu'ils ont testé le jeu et qu'ils ont kiffé. Déjà parce qu'ils aimaient Disney, mais ils ont testé le jeu, ils se sont dit, ok, je veux jouer quoi. Et maintenant, j'ai un peu mon boutique qui vient parce que voilà. Et je pense que c'est hyper Aujourd'hui, important. Magic, la meilleure porte d'entrée, je pense que c'est le tutoriel MTGA. Certainement, qui est très très bien foutu et qui propose des decks stackés avec Sparky qui te suit au fur et à mesure, qui te montre avec les trucs en lumière. Ça, c'est typiquement tous les avantages que le digital peut avoir, qu'on a du mal à faire en papier, parce que le problème, c'est qu'en papier, il faut que tu aies quelqu'un à côté qui t'explique, quoi. Bah oui, bien sûr. Apprendre à jouer avec les règles du jeu, c'est méga dur. Et typiquement, ça, c'est un des trucs où genre j'ai mes collègues là qui sont en train de bosser pour avoir le livret de règles peaufiné, pour pouvoir apprendre aux gens le jeu sans qu'ils aient quelqu'un à côté. Et c'est une galère sans nom. Tu te dis, mais putain, à chaque fois que tu fais tester des gens, les trucs qui nous semblent évidents, ils comprennent pas. Bah oui, bien sûr. Mais moi, c'est pareil en tant que ludicaire. Nous, on fait des soirées jeux les mardis, les jeudis soirs, et on explique des jeux. Et des fois, des jeux qui sont pourtant vraiment pas compliqués. Tu te dis, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et c'est pas méchant hein, quand je dis qui comprennent pas ou quoi. Il y a pas de jugement, mais c'est juste. Mais des fois, c'est mal expliqué. Hein. Des fois, ça m'explique. Alors ça, moi, c'est aussi ce contre quoi je me bats aussi. C'est à dire, expliquer un jeu, c'est un métier. C'est un métier et c'est une vraie compétence à avoir. Je vais me faire mousser un peu parce que moi, ça fait plus de 10 ans que j'explique des jeux, mais c'est quelque chose qui est difficile à faire en fait. Et quand tu m'as expliqué le dernier jeu, c'était très clair. Après, je pense qu'on n'est pas tous câblés pareil. C'est-à-dire que on a tous nos facilités et puis tu vois, typiquement, il va y avoir des gens qui vont comprendre facilement ce qui est complexe et très difficilement ce qui est compliqué. Parce qu'ils vont chercher la logique, ces choses-là, alors que pas forcément. Des fois, il y a des features qui sont juste des features. Et enfin bref, c'est... Plus tu joues, plus tu découvres des jeux. Enfin moi, en tant que joueur de jeux de société, plus tu joues, plus tu découvres des mécaniques de jeu, et plus tu pouves des trucs, et plus tu comprends facilement en fait les nouveautés, et tu te dis ok c'est comme ça, ça c'est telle mécanique, c'est telle mécanique, tu recables. Enfin moi c'est comme ça que je fonctionne, je recable tout dans ma tête et je fais ok c'est bon j'ai compris le jeu. Mais ça typiquement ça fait partie du travail le plus difficile dans le rôle de game designer, c'est qu'une fois que tu as tes trucs qui sont cool, il faut que tes trucs ils soient compréhensibles. Et typiquement, nous un truc qu'on a fait dans le jeu, c'est les phases de jeu. Tu vois, Magic, t'as untap, upkeep, draw, combat, machin et tout. Et nous, nos phases de jeu, on a essayé d'y allier un truc qui soit diégétique. Donc diégétique, ça veut dire que quand tu entends le nom, tu comprends plus ou moins ce que ça veut dire. Et du coup, nous, nos phases de jeu, c'est éveil, aube, après-midi, crépuscule, nuit. Mais du coup, d'un point de vue logique, tu sais que l'aube, c'est toujours avant l'après-midi. Et que la nuit, c'est toujours après le crépuscule. Sauf si t'es un teubé comme moi qui confond toujours l'aube et le crépuscule, mais ça c'est une autre histoire. Ouais, ça c'est autre chose. Mais voilà, typiquement, ça fait partie des choix qu'on a fait, de dire, ok, ces trucs-là, à la fois, ils inspirent les gens, donc le côté Vortos, je me sens dans l'univers, plutôt que si j'ai une phase d'entretien qui vraiment est un peu crado, quoi. Mais par contre, mais en plus, voilà, je sais dans quel ordre elles se font mes phases, parce que c'est cohérent, tu vois. Ouais. Et typiquement faire des choses qui sont cohérentes, c'est pas facile. Puis ça sert aussi un peu l'immersion entre guillemets que typiquement dans Magic ces phases là elles sont elles sont un peu creuses ou en tout cas elles n'ont pas. Elles brisent le quatrième mur. Hein, ouais voilà, elles ont pas de flavor quoi. Eh ben, ça tombe bien qu'on revienne sur Magic parce que l'idée c'était aussi de parler de notre jeu de cartes préféré, même si c'est pas encore altered. Ça viendra. Ouais. Moi, il y a une des premières questions que je voulais vous poser sur Magic, c'est d'après vous, qu'est-ce qui fait que Magic est Magic ? C'est quoi la particularité de ce jeu qui fait qu'il sort du lot par rapport aux autres ?
Tu veux commencer, Nox, ou j'y vais? Je peux commencer, oui. Je peux te dire qu'est-ce qui m'a accroché à Magic, ça c'est facile. C'est vraiment l'aspect synergique. Enfin, en tout cas, comparé à quand j'ai commencé, les synergies, c'est pas forcément des trucs qu'on pouvait vraiment retrouver dans des jeux comme Pokémon. Si aujourd'hui, je devais répondre à cette question, aujourd'hui je réponds à cette question, je dirais que c'est le flavor. C'est un jeu qui est très riche, qui est très vieux, où il y a énormément d'easter eggs à travers les cartes, où s'investir, c'est très... t'as énormément de récompenses à t'investir dans le jeu. Que ça soit... Ouais, en fait, on arrive à un stade où le jeu est vraiment... tout est interconnecté. Et du coup, c'est très très gratifiant de s'impliquer, de comprendre qu'en fait, il y a plein de trucs qui ont été pensés, que ça soit dans l'illustration, dans la mécanique d'une carte, dans le nom d'un mot-clé, ou même dans flavor text, tout simplement. Tout ça est vraiment imbriqué, et en tant que joueur, c'est très gratifiant de s'investir dans le jeu, parce qu'en fait, t'es toujours récompensé par un petit truc qui a été bien pensé en amont, quoi. Je dirais que c'est ça la force de Magic actuellement. Là où je te suis, c'est qu'une de mes réponses, c'est du coup l'univers, qui est un peu ce que tu dis, mais c'est-à-dire que l'univers Magic a ses propres règles qui sont construites et cohérentes, ce qui est très satisfaisant parce que tu peux t'y projeter. Typiquement, moi je me rappelle, quand j'ai appris à jouer à Magic, c'était en 2003-2004, j'avais des précos 8ème édition, et il y avait le préco mono rouge gobelin avec le roi des gobelins, et les gobelins avaient cette feature particulière que tous les textes d'ambiance étaient drôles avec l'humour gobelin, tu vois. Et typiquement, dans le préco gobelin, t'avais une des cartes, c'était le canon à chair. Tu pouvais sacrifier une bête pour mettre des points, et en fait sur l'art, c'était les mecs qui mettent un gobelin dans le canon, tu vois. Et le flavor text, c'est étape 1, allez chercher votre cousin, étape 2, mettez votre cousin dans le canon, étape 3, allez chercher un autre cousin. Et je trouvais ça hyper marrant, et en fait il y avait plein d'autres trucs comme ça, où genre le planeur gobelin c'était en gobelin, planer signifie tomber moins vite, des trucs à la con comme ça. Alors que moi de mon côté j'avais le préco blanc, où lui c'était beaucoup plus sérieux, on parlait de la foi, on parlait de l'honneur, etc. Et en fait il y avait ce côté cohérent et en même temps différent, qui était vraiment sympa. C'est-à-dire que les gobelins ont les features propres aux gobelins, et les soldats blancs, etc. ont les features qui leur sont propres. Et il y avait toute cette cohérence et cette variété en même temps, qui était vachement bien. Et après, en même temps que ça, bien sûr, le système de jeu, son expérience et la qualité de ses designers, évidemment, est un facteur clé du succès de Magic, je pense. Ok, donc ouais, vraiment ce côté... l'univers de Magic, la richesse, surtout maintenant en fait, surtout de nos jours, je saurais pas dire combien de plans différents on a visité dans Magic, mais on a visité tellement de plans et tellement de trucs, c'est extrêmement riche, et aussi énormément de mécaniques, on le voit encore avec Ixalan, ils arrivent toujours à nous chier des mécaniques, de nouvelles mécaniques, quoi. Même si ça reste des redites de nouveaux trucs, d'anciens trucs pardon, mais ça reste quand même ultra riche, quoi. Maintenant on voit quand même qu'on commence à avoir des mécaniques qui font référence à d'autres mécaniques, et ça c'est pas hyper élégant, c'est pas très pur, quoi. Genre le token map qui dit la créature ciblée explore, son reminder text il est pas beau. Ouais. Parce que si t'as jamais joué à Magic, tu sais pas ce que ça veut dire explorer, et du coup ça voudrait dire qu'il faudrait que t'aies le reminder text entier, et ça c'est pas top en fait. Genre d'un point de vue accessibilité, vraiment il y a ce côté, ok, si tu viens jouer à Magic avec Avan Ixalan, t'as déjà joué à Magic avant, et j'ai pas besoin de t'expliquer ce que tu sais déjà. Ce qui d'un côté est cool parce qu'il y a ce côté, je sais ce que c'est Explore parce que je joue à Magic et on me fait confiance et c'est cool. Et dans l'autre côté, pour le débutant, c'est genre, ok, pourquoi, tu vois. Et typiquement, si tu regardes la nouvelle rare Kellan, elle a une aventure qui fait les token maps qui font explorer. Et le reminder text explique juste ce que c'est qu'une aventure. Ouais. Il n'y a pas la place, quoi. Il n'y a pas du tout la place, non. Ouais. Donc, ça, typiquement, la vieillesse du jeu fait qu'au bout d'un moment, on peut plus expliquer ce que font les cartes. Et quand reading the card, explain the card, c'est plus vrai, Ouais, moi c'est un des trucs, on en a déjà discuté plein de fois avec Nox et dans le podcast au fur et à mesure du jeu, notamment pour les donjons ou ce genre de conneries, quoi. Ouais, les donjons... Ouais, voilà, les donjons c'est... Initiative, waouh. Ouais, c'est ça. Mais en fait j'ai l'impression que d'un côté Magic se veut très ouvert
et veut accueillir de nouveaux joueurs, enfin tout un tas de trucs quoi. On le voit notamment avec les Universe Beyond, ce genre de choses. Et d'un autre côté, il y a ce côté, en fait on prend notre public pour acquis parce que, en fait vous savez ce que ça veut dire explorer, donc vous me faites pas chier quoi. Moi je n'arrivais jamais à me souvenir ce que ça voulait dire explorer déjà sur le premier Ixalan, et quand c'est le deuxième Ixalan, enfin quand les premières cartes ont été spoilées et que j'ai vu qu'il y avait de nouveau explorer, j'ai dû relire le texte parce que j'arrive pas à me souvenir de ce que ça veut dire explorer. On parlait de flavor et de trucs intuitifs, je trouve que explorer c'est pas si intuitif que ça. C'est pas intuitif, mais diégétiquement ça marche pour le coup. Ouais. Le côté on va chercher un land, ça a du sens. Tu vois. Ah ok, c'est bon, maintenant j'ai un bon moyen de mot technique. Ok. Ouais, après, bon, c'est clairement pas le cas sur tous les mots-clés, mais moi je voulais revenir sur quelque chose que t'as dit, Bambi. C'est comme quoi ils arrivent toujours à innover. C'est pas trop la vie que j'ai en ce moment, depuis déjà. Bon, bien évidemment, de temps en temps, ils arrivent à me surprendre, mais là, quand je regarde les éditions, en fait, j'ai l'impression de voir des mécaniques, des mécaniques qui étaient avant séparées, maintenant qui sont cumulées sur la même carte. Et en fait, t'as l'impression que ça fait plein de choses, alors qu'en fait, ça fait plein de choses qu'on a déjà bien vues. Enfin, je suis plus trop surpris par les mécaniques. Alors, j'aime toujours le flavor qu'il y a autour, mais tu vois, typiquement, ils ont sorti, du coup, tu sais, les cavernes, là, je connais absolument plus le mot-clé sur lequel ils ont dessus, mais ils font en gros une simili-cascade. Ouais, ils font une simili-cascade. Ah oui, ils font une cascade, ouais, ça. Et t'es là, et tu fais... Ouais. Ok, c'est encore une mécanique qu'on connaît, sur laquelle ils ont foutu un autre nom, avec une légère variante. Ok, ton blanc, il met des marqueurs +1/+1, ok, d'accord. Enfin, là où j'avais trouvé qu'avec Strixhaven, ils avaient essayé de tordre un peu la color pie et tout ça. Bon, il fallait pas être un génie pour essayer ça, mais bon, ok, il y avait un petit, comment dire, c'était un petit peu nouveau quand même, tu vois. Et là, je trouve que on reste, le vert fait du mana, le blanc fait des tokens. Ok, bon tout ça c'est cool. J'adore la color pie, j'adore cette identité. Mais j'aimerais vraiment voir de nouvelles mécaniques. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre les mécaniques et ils les retournent dans tous les sens, ils les plient dans tous les sens, ils leur donnent des nouveaux noms, mais c'est encore la même chose. Donc, j'aimerais... Je sais pas, je suis un peu... pas lassé, mais comment dire, je ne suis plus surpris. Voilà. Il y a un des trucs... Ouais, vas-y. Non, c'était juste pour dire que vu le nombre d'extensions et de produits qui nous sortent, ils ont intérêt à nous sortir des mécaniques. En fait, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils s'emmerdent à sortir autant de produits si pour nous sortir des mécaniques qui sont un peu réchauffées, effectivement. Ouais, alors moi, il y a plusieurs trucs que je voulais te dire. Déjà, il y a un des trucs que je trouve dommage, c'est que, comme ils font pas toujours des nouvelles mécaniques, du coup, ils sont un peu obligés de faire du complexity creep, c'est-à-dire que t'as de plus en plus de lignes de texte sur les cartes. Et des fois des cartes double face avec beaucoup de texte des deux côtés, donc ça c'est la cata. Genre là on a des dieux, c'est une bête d'un côté, une saga de l'autre, genre à l'aide quoi. Un terrain, c'est un terrain de l'autre. Oh, ça dépend lesquels. Uatli c'est une saga avec 4 étapes de l'autre côté. Puis on avait les Phyrexians de Bilwan aussi, qui étaient qui étaient des sagas là pour le coup. Ouais. À chaque fois qu'on a joué, j'étais en mode qu'est-ce que ça fait ? Et à chaque fois la réponse était ça te défonce. J'étais en mode ok, excellent. C'est une catastrophe ces trucs là. Moi je sais que j'ai affronté une fois un deck en commandeur, mais du coup la carte était dans la command zone. Et en général tu prends toujours le temps de lire un peu ce que le commandant de tes adversaires fait, parce que t'as envie de savoir un peu ça va être quoi la thématique. Et je vois la saga et je fais fais chier putain, j'ai pas envie de lire tout ton truc quoi, il y a trop de lignes de texte. Il y a un moment où trop de texte tue le texte quoi. Déjà on s'en plaignait sur le premier Eldraine avec Questing Beast où Questing Beast c'était vraiment un mème ça. Ah putain. Le Questing Beast c'était que du texte simple après, mais il y en avait plein. Mais il y en avait beaucoup mais ça restait quand même... mais aujourd'hui t'as des textes compliqués que t'as les deux côtés de la carte, ça varie un peu. Ouais. Et puis en fait ce qui est d'autant plus chiant, c'est que c'est sur le dos de la carte, donc du coup tu peux pas avoir la totalité de l'information, t'es obligé de récupérer la carte, prendre la carte dans la main de ton adversaire. La Shouldred la première personne qui est capable de me dire ce que fait Shouldred, c'est la double face du premier coup en entier sans rien oublier. Je suis hyper impressionné. Elle réanime des trucs quoi. Et pas que réanimer. Et t'en fais sacrifier aussi. Ouais. D'abord tu perds ton board, puis toute ta main. Ouais. Et après lui il a un board et après elle et revient. Après lui il a tout.
Lui, il a tout. Genre, c'est vraiment abominable, quoi. Non, mais comme tu disais, hein, c'est les sorties frénétiques, le fait de vouloir faire plein de produits, ça conduit en fait à... c'est hyper dur en fait de créer une nouvelle mécanique, de faire en sorte qu'elle soit stable et amusante. Donc forcément, on utilise des mécaniques anciennes qu'on triture un peu, à laquelle on ajoute un peu de power creep. Et paf, ça fait des chocs à pic parce qu'on a 60 éditions à sortir chaque année et qu'on n'a pas le temps d'inventer des mécaniques et être sûr qu'elles marchent, quoi. Ouais. Pour moi, la dernière bonne mécanique, c'était Connive. Connive, c'était vraiment excellent, je trouve. Ouais, c'était un bon design. Et avant ça, je sais pas s'il y a quelque chose avant les fables. Bah, moi j'aime bien Ward. Je trouve que c'est beaucoup plus élégant que Hexproof. Alors oui, mais je trouve que c'est vraiment du nivellement par le bas de dire ça, parce que le trigger sur Ward qui fait que parfois tu te fais défoncer parce que tu pouvais pas payer. Non mais ça c'est parce que tu joues sur Arena. Bah non, sur Arena il est marqué rouge, est-ce que t'es sûr que tu veux faire ça? Ok, ça marche. En papier tu lances ta carte, le mec il dit ok, trigger Ward, et tu fais genre oh no. Et tu ranges tes cartes. Genre... Wouah. Pour avancer un peu, dans la continuité de ce qu'on se raconte, du coup donc Magic, on est d'accord que c'est un jeu qui est riche, qui nous plaît tous, à tous les trois en tout cas, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez tiré du coup de cette expérience de Magic, que ce soit dans ton boulot du coup par exemple Charles, ou même dans la vie de tous les jours pour toi Nox, parce que moi je sais que je vais dire un truc très con, mais quand je joue encore à la belote ou au tarot, je joue plus de la même manière depuis que je joue à Magic. Alors déjà, moi je flicker mes cartes frénétiquement, ce qui rend complètement ouf toutes les personnes qui ne jouent pas à Magic à la table. Ça c'est quelqu'un de détestable. Mais ouais, si je peux commencer pour le coup, moi typiquement tout mon inspiration en vrai au game design, c'est vraiment développé à travers Magic, puisque j'avais déjà eu un peu des idées quand j'étais petit, je faisais un peu du JDR custom, des machins comme ça, tu vois, j'avais un peu la fibre, mais j'avais pas poussé le truc. Et puis t'as un cube qui est plutôt chouette aussi. Bah voilà, le cube vraiment ça a été pour moi la porte d'entrée vers le game design, se poser des questions, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui plaît aux gens. C'était toutes sortes de questionnements, et il y a beaucoup de trucs que j'en ai tiré pour le game design, des trucs qui ont l'air cons, mais typiquement les problématiques de tracking, tu vois, c'est un truc qu'on se pose beaucoup au taf, mais Magic, il y a plein de cartes qui ont des problèmes de tracking. Genre quand je fais Giant Growth sur ma bête, elle gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Ensuite je mets ma Giant Growth au cimetière, ensuite je fetch, et ensuite il n'y a plus rien sur le board qui permet de voir que ma bête a pris +3/+3. Parce que ma Giant Growth elle est recouverte par un land, et on peut oublier, et c'est chiant de traquer ça. Et il y a plein de trucs comme ça Magic qui sont chiants à traquer. Parce qu'on s'en rend pas compte quand on joue sur Arena, parce que genre typiquement si ma bête, je sais pas, elle est devenue un elk de Hoko, puis elle a pris un compteur +1/+1, puis j'ai un effet qui booste toute ma team, sur ma carte sur Arena il y a juste marqué le résultat final. Mais quand t'es en papier il faut tout traquer. Et ça, en fonction des designs, c'est plus ou moins chiant. Et du coup se poser la question de est-ce que cet effet que je suis en train de faire, il sera facile à traquer sur un board? Est-ce que les gens s'en souviendront? Et ne l'oublieront pas, ça fait partie des choses qui sont intéressantes que j'ai appris via ça. Et il y a plein d'autres exemples dans le même genre. Moi j'aime, je permets juste de faire une petite parenthèse, une des raisons pour lesquelles j'aime bien jouer à One Piece, c'est que tu sors ton deck, tu joues et t'as besoin de rien. T'as pas besoin de dés en plus, t'as pas besoin de marqueurs, t'as besoin de rien du tout. T'as juste besoin de tes cartes et c'est tout, il y a pas besoin de tracking ou de bordel, et c'est très agréable. Je trouve. Ça, j'ai un pote qui a fait un cube comme ça, où c'est un cube sans token, sans compteur. Je trouve ça assez élégant. Ok. C'est une grande pureté. C'est un gros avantage au jeu, j'avoue. Pour le coup, nous, sur Alter, on n'a pas fait ce choix du tout. Ou genre dans les précos, t'as une punchboard avec des machins qui t'auront traqué, mais de toute manière, comme on a une brique jeu de société, ça n'avait pas vraiment de sens de s'éloigner de ça. Genre, la brique jeu de société, elle implique forcément des petits jetons et des trucs comme ça qui vont avec. Ça fait un peu plus partie du plaisir, donc on y va carrément, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que ça fait partie du plaisir Bon, après, toute proportion gardée, c'est clair que quand t'as un monarque, un donjon, un machin, ça commence à faire beaucoup d'accessoires qui étaient pas forcément là à la base, mais de manière générale, je trouve ça plutôt agréable et... comment dire,
que ça soit Magic ou en tout cas, moi j'ai un biais, hein, je parle notamment de Commander, mais on a un truc où on a envie de custom un peu, donc c'est un petit peu chouette aussi d'avoir potentiellement ses propres dés, ses propres jetons, ses propres tokens. Bon, ça c'est l'aspect un peu custom, mais d'avoir un plateau avec des trucs dessus que tu peux manipuler, tu vois, que ça soit pas juste de l'échange verbal. J'ai oublié, tu vas me rappeler son nom, son Nox, mais qui avait ramené un donjon, enfin un Undercity en fait géant qu'il avait imprimé et il avait fait des petits pions à chacun et je trouvais ça super chouette. C'est Panda, c'est Kiku. Ouais. Je trouvais ça chouette parce que tu sais que C'est cool, ouais. en fait c'est con mais tu sais que tu ramènes cette mécanique à la table, donc t'es un grand garçon ou une grande fille et du coup tu proposes du matériel pour tout le monde. Moi par exemple dans mon deck Adeline j'ai notamment White Plumette Adventurer dans mon deck. White Plume Adventurer. Parce que c'est une bonne carte, parce que c'est une bonne carte donc tu la joues et c'est une très bonne carte. Du coup j'ai 4 tokens j'ai 4 tokens Undercity dans ma deckbox parce que je sais qu'à un moment ou à un autre ça va arriver et que tout le monde va en avoir besoin quoi. Ouais, c'est que mes potes qui jouent à Initiative en Legacy, ils ont également 2 tokens Initiative Undercity pour leur adversaire parce que voilà. Et ça, je trouve que c'est la bonne pratique. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai fait pareil que Kiku. Je me suis imprimé en gros l'Undercity fait par un fan là. J'ai fait exactement pareil que lui. Je me suis acheté des petits meeples comme ça. Ah, trop mignon. Ouais, franchement, j'ai joué vendredi dernier avec dans un deck spécial Undercity Take the Initiative. Et franchement, ça a amené la partie a vraiment été amusante quoi, parce que tout le monde était hyper content d'avancer dans le donjon et il y avait un petit côté de dépassement dans le donjon, le premier qui va arriver au bout. Enfin, ça a ramené une ambiance en plus. Enfin, un petit peu comme peuvent le faire les Planechase, hein, ça rajoute quelque chose. C'est un sub-game dans le game. Ouais, c'est la grosse différence de l'initiative en multi et en solo, tu vois. En multi, tout le monde est content parce qu'il avance. En solo, toi t'avances et l'adversaire n'avance pas et il est perdu. C'est toujours pas banni cette merde en Legacy? Ils ont banni White Plume Adventurer, mais ça suffit pas. Ouais. Hier soir, je faisais des games de Commander et mon pote Théo, il a fait un deck. Bon, il a fait un deck un peu particulier dont je tairai la thématique globale, mais en gros, dedans il y a Hangman. Et c'est marrant, de Unstable, et du coup il l'a joué et nous on était là à chaque fois qu'en fait on avait du mana up et que c'était juste avant la fin de notre tour, on était là genre vas-y devine une lettre, et du coup on était là en train d'essayer de deviner, alors que c'était juste une putain de 7-7 Vanilla qui faisait rien et qui se faisait choum bloc quoi, mais c'était drôle quoi, on avait juste envie de lui éclater son truc parce qu'il nous saoulait avec son truc, avec sa créature quoi. Et autre fun fact, quand on était à Prague, tu te souviens de ces games qu'on a fait très tardivement avec JE? Je me souviens, ouais. Et moi j'avais Hangman dans mon deck et JE il voulait pas lâcher l'affaire, il voulait deviner les mots et il passait 3 plombes, il cherchait toutes les lettres, il essayait d'optimiser à mort les lettres qu'il me demandait à chaque fois sur les manas et tout, et c'était trop marrant. Le tryharder de l'infini quoi. Mais c'est ça, mais je dis putain mais JE c'est juste un pendu quoi, laisse-moi tranquille, bute ma bête avec un removal et qu'on passe à autre chose quoi. Mais non, il voulait deviner le mot donc voilà. C'était rigolo. Mais ouais, non, ces petites expériences supplémentaires, je trouve qu'elles sont... En fait, elles sont chouettes dans la partie multi, je pense qu'elles ont rien à foutre dans la partie 1v1 parce que ça rallonge le truc. Je pense notamment aussi au jet de dés ou ce genre de choses. Je pense que ça... Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est des expériences qui peuvent être un peu frustrantes ou qui peuvent être un peu chronophages, là où ça peut être vraiment un peu le crescendo de l'ambiance dans une partie multi où t'es là. C'était toi qui disais ça, Nox, qui disait que genre, juste la game, elle peut se jouer à un jet de dés et tout le monde est là et accroché. Il a l'attention qui est accrochée sur ce putain de jet de dés que t'es en train de faire et que tu vas gagner ou tu vas perdre quoi, sur un coin flip ou sur un jet de dés quoi. Enfin bref. Tout à fait. Enfin bref. Moi j'avoue que les jets de dés, quand j'ai joué sur ton cube Unstable, j'ai trouvé ça marrant. Bon, c'est rigolo parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Enfin, il n'y a pas d'enjeu. Surtout le truc où t'empilais tes dés là. Ça, c'est de la merde. Plus t'empiles les hautes, plus c'est fort. Mais ça, je l'ai retiré, c'est trop chiant. Il y a toujours quelqu'un qui s'amuse à secouer la table, c'est pas drôle. C'est pas marrant. Tiens, j'ai une question un peu game design là pour le coup, tant qu'on parle de jet de dés. Qu'est-ce que tu penses globalement de la RNG dans les jeux en général Alors, la RNG dans les jeux, c'est une question qui est assez complexe parce que d'un côté, c'est important qu'il y en ait un peu pour éviter qu'on refasse toujours les mêmes parties. Parce que moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'arrive pas à suivre les échecs, tu vois, alors que ça correspond tout à fait à mon style de joueur. Mais
j'ai l'impression de voir toujours les mêmes games et ça me fatigue quoi. Et en gros, le jeu il a besoin de variété, de se réinventer parce que les gens ils ont pas, à part certains profils de joueurs, ils ont pas envie de jouer 1000 fois la même partie quoi. Et la RNG c'est une bonne façon de le faire. Après tu peux faire varier des trucs différents. Par exemple, tu vois, si je pense à League of Legends, tu peux faire juste varier les champions et la partie elle est pas tout à fait pareille alors que t'as la même map tout le temps, tu vois. Mais tu pourrais aussi faire varier la map. Et évidemment, une autre façon de le faire, c'est de faire varier avec de la RNG, comme des co-critiques, des machins comme ça, de la pioche dans les jeux de cartes. De manière générale, je pense que c'est important qu'il y en ait dans les jeux. Mais il faut être conscient du profil de joueur qu'on recherche et du type de jeu qu'on recherche. Et plus on veut des jeux qui vont chercher des profils spike, plus il faut soit en avoir peu, soit la contrôler. Et si on est sur des jeux plus familiaux, bah là on peut se faire plaisir et y aller. Et genre à Mario Party, il y a plein de RNG et c'est fine, tu vois, et on s'amuse bien. Mais si à Smash Bros tu joues avec les objets, bah tout le monde te détruit quoi. On parlera pas de Smash Bros, qui est petite news pas très rigolote la dernière. J'ai vu passer. Pas moi, bon, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mais tu vois, typiquement dans les jeux vidéo, pendant très longtemps, et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, tu vois, il y avait des jets de dés, par exemple des jets de critique. Typiquement la mécanique de critique ou d'échec critique, tu vois, c'est une mécanique qui est restée longtemps dans le jeu vidéo, qui s'est un peu passée de mode, je dirais depuis 15 ans là quand même. Mais qui existe encore et dans des jeux qui se sont voulus compétitifs. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ou carrément la chance et tout, enfin comment dire, la chance est carrément une caractéristique que tu peux monter dans ces jeux-là en plus. Je pense que sur des jeux compétitifs, t'as des façons plus élégantes de mettre de la variance que ça. Moi, la variance que je préfère dans les jeux compétitifs, c'est le brouillard de guerre. Le brouillard de guerre, c'est de la variance qui est induite par les joueurs en fait. C'est-à-dire que si j'ai cliqué un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, parfois c'est juste j'ai pas fait exprès. Et en fait j'ai vu un truc ou j'ai pas vu un truc, j'étais au bon endroit ou j'étais pas au bon endroit, et voilà. Alors que j'ai fait un critique parce que j'ai pris l'âme d'infini et ça m'a fait plus 25% de critique, et j'en ai fait 2 d'affilée parce que j'ai chaté. Je trouve ça pas très élégant. Et typiquement les critiques dans LoL, je trouve vraiment que c'est pas une bonne mécanique et je comprends pas l'intérêt. Et je pense que la plupart des jeux vidéo de ce type peuvent s'en passer. Après, il y a un profil de joueur qui du coup va trouver ça très très amusant quand il va avoir 2 ou 3 critiques d'affilée dans un truc complètement improbable, un scénario où il aurait dû perdre et qu'il a gagné parce que coup de bol. Ça va lui faire très plaisir, mais je pense que en fait tu peux la centraliser dans des styles de jeux spécifiques et que c'est souvent des jeux qui essayent de brasser un public trop large qui vont faire ça à mon avis. C'est un sujet que j'ai toujours du mal à aborder parce que je pense que c'est important aussi pour les mêmes raisons que Charles a évoquées, à savoir t'as pas envie de te faire chier à faire tout le temps les mêmes parties. J'adore les jeux abstraits, j'aime pas les échecs mais j'aime beaucoup les jeux abstraits ou ce genre de choses. Pendant longtemps j'y ai joué et j'aime bien maîtriser ma partie de bout en bout et me dire que si j'ai perdu c'est ma faute à moi parce que j'étais moins bon, j'étais meilleur que mon adversaire, ou j'ai perdu parce que mon adversaire était meilleur que moi. Mais d'un autre côté, il y a un côté tellement frustrant aussi de se dire en fait on se fait chier quoi. Enfin c'est même pas frustrant, c'est juste il y a pas de surprise. On en discutait un tout petit peu il y a dans l'épisode juste avant en fait que j'ai enregistré avec JE sur les bonus sheets dans Eldraine par exemple, ou dans d'autres trucs, sur le fait que en fait ça déséquilibre pas complètement le jeu, bon à part Bitter Blossom, mais ça déséquilibre pas complètement le jeu, mais ça redonne en fait un espèce de regain, même si t'as déjà drafté 20 fois Wilds of Eldraine, tu te dis que peut-être que dans le prochain draft que tu vas faire, ta bonus sheet elle va être un peu marrante et du coup tu vas pouvoir drafter autour, tu vas pouvoir faire des trucs un peu sympas quoi. Mais tu vois ça typiquement, je pense que c'est des trucs que tu pourrais avoir avec une mythique du set, t'as pas besoin que ce soit dans la bonus sheet en fait. Tu peux avoir des mythiques du set qui font drafter différemment. Après oui, évidemment, quand t'as ta bonus sheet avec des compagnons, là forcément ça fait changer de ouf. Genre ouais, évidemment, tu first pick un Lurus ou un Yorion dans ton draft, ça va tout changer. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très cool. C'était bien vu. Même si en construit c'était catastrophe, en limité c'était dinguerie quoi. Mais je sais pas si le draft c'est vraiment une activité qui a besoin de ça, tu vois, parce que moi typiquement mon cube c'est un draft dans lequel il n'y a pas d'aléatoire du tout, et pour autant c'est une expérience que je trouve très satisfaisante, dont je suis très content, et la plupart des joueurs qui jouent dessus sont plutôt contents aussi.
j'ai l'impression que c'est pas les mêmes types de jeux. Tu vois, moi, un jeu avec beaucoup de RNG que j'aime beaucoup, c'est le Perudo. Ouais. Pour les gens qui connaissent pas, c'est un jeu où on lance des dés et après on fait des enchères sur qui a quel type de dés, etc. Si vous avez vu Pirates des Caraïbes, il y a un moment où il joue à ça, C'est globalement. ça. Quand il joue son âme contre, je sais plus comment il s'appelle, David Jones. le mec qui a David Jones, c'est ça, qui a le thème le plus épique de toute l'histoire de Pirates des Caraïbes. Big up à Hans Zimmer, bien sûr. Mais ouais, typiquement ce jeu-là, le Perudo, c'est un jeu qui est quasiment complètement du hasard. En vrai, tu lances beaucoup de dés, etc. Mais ça a un peu ce feeling poker où bah, peut-être qu'il y a du hasard, mais via les échanges, les enchères, etc., le bluff, la façon dont tu connais les gens, tu as un peu d'infos et tu peux un peu comprendre ce que les gens ont dans leur jeu et en déduire et avoir de la stratégie et jouer bien et gagner, tu vois. Et ça, typiquement, c'est un jeu où je trouve que la RNG est très bien contrôlée, ça marche super bien et je trouve que c'est un banger, quoi. Moi, un truc que j'aime bien dans la RNG, c'est que c'est l'aspect prise de risque. C'est-à-dire que comment dire, la majorité du temps, si tu veux jouer ta strat ou quoi, bah tu vas pas prendre de risque. Tu vas dire bon bah je vais pas forcer. Bah typiquement par exemple dans LoL ou dans d'autres jeux, hein, je vais pas forcer. Je vais jouer safe et je vais gagner sur le temps. Et bah des fois tu vas avoir voilà, je vais invade. Non, mais tu vas avoir ton facteur chance et tu vas essayer de jouer dessus de façon à prendre un avantage décisif. Comment dire, c'est un petit peu comme même dans le sport, dans la vraie vie, des fois tu tentes des trucs. Ouais, bah c'est le mec qui tire son péno à 35 mètres, qui tire son coup franc à 35 mètres en mode bois, je la sens bien, ça part quoi. Ouais, c'est ça, tu vois, des fois il y a ce feeling que tu sens que ça va passer. Et c'est récompensant ou au contraire ça te punit, mais c'est toujours des moments qui sont très galvanisants. Ouais, bah en fait c'est clair que et chimiquement dans notre cerveau, on est branché pour adorer ces moments quand ils marchent et les détester quand ils marchent pas. Et du coup c'est une façon pour ton jeu de créer des émotions. Moi je trouve un peu artificielle mais qui fonctionne, tu vois, d'avoir de la RNG dedans. Et typiquement c'est des trucs vieux comme le monde, hein. Moi je vois mes parents qui jouent au bridge pas mal. Au bridge, il y a un move qui s'appelle l'impasse, où l'idée c'est qu'en fait, sur les 4 jeux, il y en a un qui est complètement public. Ça se joue à 4 en 2v2. Et il y a un des 4 jeux qui est public, en fait, qui est montré à tout le monde. Et du coup, faire l'impasse, c'est quand tu joues. En gros, t'as l'info de ton jeu, t'as l'info du jeu public. Et du coup, il y a 2 jeux que tu connais pas. Et du coup, faire l'impasse, c'est quand tu vas bet sur le fait que la carte qui te baise, elle est dans un jeu ou dans l'autre. Et en gros, tu dis, dans ce spot, si lui, il a pas la carte que je pense, je suis méga bien, donc je fais ce move. Et genre, tu balances ta dame en espérant qu'il ait pas le roi, tu vois. Et si ça paye, c'est méga fort, et si ça paye pas, c'est nul. Mais tu vois, même dans des jeux qui sont genre, vieux, il y avait pas trop de jeux de société, trucs comme ça à l'époque où ils inventaient le bridge, ils avaient déjà ce genre de move qui était un peu gamble, etc. Et qui étaient les trucs connus, tu vois, et codifiés. Après, il y avait aussi des jeux de hasard. Ouais, bah t'avais des jeux de hasard pur, hein, où tu lances des dés, tu vas la roulette et tout, mais... Bah oui. Genre, ça, je pourrais encore en parler des heures, mais on va pas le faire parce que c'est chiant. Et ben on a pas mal dérivé de ce que je voulais raconter, mais je pense qu'on s'est dit plein de belles choses. On arrive bientôt à 1 heure de record. Ah ouais, putain. Eh ouais. Hein. Parce qu'on passe du bon temps, c'est pour ça, on se fait plaisir. Bah oui, exactement. Et du coup, là, vu qu'on a un peu passé trop de bon temps, je pense que c'est le moment de lancer le point plein. Ah oui. Est-ce que t'aurais envie de... Toi, tu nous as dit tout à l'heure que t'avais pas d'idée de point plein, Charles. J'ai eu une idée entre temps. Oh, ok, vas-y. Moi, j'ai quelques petites idées, mais vas-y. Du coup, mon idée est autour du game design. Et du coup, je voulais parler des, selon moi, meilleurs designs blancs de ces dernières années. C'est un truc dont j'ai déjà parlé sur le podcaster match, mais j'en ai pas parlé avec vous ici, et du coup, je pense que c'était l'occasion. Vas-y. Et que je voulais débattre avec vous aussi. Voilà, j'ai plusieurs idées en fonction des types de cartes. Mais typiquement, je pense à la catégorie Planeswalker qui a été très peu aimée de manière générale par beaucoup de gens. Il y a un Planeswalker qui fait le consensus, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un excellent design. C'est un Planeswalker blanc, c'est The Wandering Emperor. Ok. Qui est selon moi le meilleur design de Planeswalker ever. Je pense pas qu'ils en aient fait des mieux. En fait, qui a l'avantage d'être à la fois un play qui est jamais mauvais, mais en même temps autour duquel tu peux vraiment jouer. C'est-à-dire qu'il y a plein de spots où juste tu n'attaques pas dans 4 mana up,
où tu n'engages jamais la bête que tu as envie d'avoir, permet de se faire jamais niquer par Wandering Emperor. Par exemple, Jean-Emmanuel Deprat dans la finale des championnats du monde n'attaque jamais avec sa Shoulder Red dans les 4 man-up de son adversaire pendant toute la partie pour ne pas se faire niquer par Wandering Emperor. Et en même temps, pour autant, c'est quand même un truc où tu peux la jouer, ça peut faire des trucs proactifs, mais ça dégénère jamais. Juste, ça fait des petites bêtes, ça met un peu des compteurs, ça fait des petites dingueries. Tu vois, des fois, tu peux attraper les gens avec le first strike que tu as sur le +1/+1. Mais tu peux les attraper une seule fois parce que c'est qu'avec le flash. Ensuite, ton first strike, il est en sorcery speed, donc ton adversaire le voit venir. Enfin, il y a plein de petits trucs qui sont super bien pensés sur cette carte que j'aime beaucoup. Ok. Du coup, voilà, il y a même le fait que quand ton adversaire fait -2 sur ta carte, si tu peux la sacrifier en réponse, il gagne pas les 2 points de vie. Et du coup, il y a des façons de tourner autour de ça. Enfin bref. Ok. Excellent design Wandering Emperor, je l'aime beaucoup. Ok. Je pense que ça va être un peu difficile pour moi d'en parler de Wandering Emperor parce que c'est une carte qui a été beaucoup jouée en 1 contre 1 et c'est pas mon turf. Mais Ah ouais, c'est pas trop joué en multi, j'imagine. bah moi j'en ai une. Enfin, j'en ai ouvert une en fait en méga version full pimp trop belle et du coup je l'ai mis dans mon deck Adeline. Et en vrai c'est une carte que j'aime bien jouer parce qu'effectivement en fait le design est élégant, je trouve. C'est pas trop fort, pas trop faible non plus. T'as toujours un spot pour la jouer. Que des effets simples aussi. Bah c'est ça, ouais. C'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi, c'est vrai qu'on en a parlé longuement là juste avant. Attends, il faut quand même mettre des compteurs et des tokens, donc c'est chiant, faut du matos. Mais faut du matos, mais le matos il est gentil. Oui, quoi. C'est un token de 2 vigilance et un compteur +1/+1. Donc, bah en vrai, je pense que je vais pas monopoliser la parole trop longtemps. J'aime bien la carte. J'ai jamais vu jouer en 1 contre 1, du coup je sais pas ce que ça apporte en fait en termes d'expérience de jeu. Donc je vais plutôt laisser la parole à Nox si t'as quelque chose à dire. Moi, si je vois ce que ça fait en 1 contre 1, voire même très bien, à force de mater des streams sur, de joueurs qui jouent sur Arena, je vois très bien ce que ça fait. Effectivement, dans le gameplay en V1, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça change du Planeswalker qui est on va dire un enchantement, même pas forcément amélioré, mais qui est un enchantement qui fait des effets différents selon ce que tu choisis, quoi. Ouais, ça donne un plus à la carte, ça lui donne... la carte est un peu plus dynamique. Donc forcément, ouais, je trouve que le design est sympa. Après, j'y vois pas une très grande révolution de ce qui est un Planeswalker en général, quoi. C'est ça qui est beau en fait, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de faire une révolution. Et juste, ils ont trouvé le design simple qui marche. Et ils ont eu beaucoup de mal à y retourner en fait ensuite. Ok. Moi, j'avais envie de parler un petit peu de spoiler d'Ixalan. Parce que j'ai vu des cartes en blanc du coup que j'aimais vraiment beaucoup en termes de design. Notamment, là ça a été spoilé aujourd'hui, c'est Dusk Rose Reliquary. C'est un artefact pour 1 blanc qui globalement fait à peu près la même chose que Portable Hall, mais en un peu mieux, je trouve, pour le deck Affinity en Legacy. Je l'ai un peu joué ce deck là et j'aime bien la carte Portable Hall, en fait je trouve que c'est une bonne carte. Du coup, le Reliquary, c'est pour 1 blanc, c'est un artefact. En tant que coût additionnel, il faut sacrifier un artefact ou une créature. Ça ward 2. Et en gros, ça fait un Oblivion Ring. Ça peut exiler un artefact. Et ça peut aussi, ça peut aussi exiler un artefact. Et j'aime beaucoup ce design. Je trouve que moi, il y a un truc que j'aime pas trop sur ce design, c'est le templating pour enfants. Parce que tu peux exiler le temps. Ce que j'appelle le templating pour enfants. J'en ai pas forcément parlé, c'est les trucs qui peuvent target que les trucs de l'adversaire. J'appelle ça le templating pour enfants parce que ça t'empêche de te faire mal en fait. Comme quand tu dis aux enfants, mets pas tes mains sur les plaques de cuisson, tu vois. C'est les trucs évidents, mais tu leur dis parce qu'ils sont bêtes. Et du coup, t'évites qu'ils se fassent mal. Je pense que c'est pas le templating pour enfants, c'est le templating pour éviter les boucles infinies qui cassent le jeu. Je pense que c'est surtout les trucs pour Arena en fait. Parce que quand il y a qu'une seule target d'un truc adversaire, ça le target automatiquement. Mais du coup, du fait d'Arena, on a plein de templating pour enfants. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, quand toi t'es un peu expert et qu'il y a des spots très spécifiques où tu veux exiler tes propres machins, c'est hyper déceptif de voir que ta carte ne peut pas le faire. Non, moi je pense plutôt que c'est pour les boucles. Hein. C'est un artefact qui coûte 1. C'est un artefact qui coûte 1. Il y a certainement, je pense à d'autres artefacts qui remontent des artefacts avec un CCM inférieur et qui jouent aussi avec l'aspect ETB. Je serais vraiment pas étonné que ça soit pour éviter les boucles infinies artefacts. C'est possible. Genre une boucle avec deux Oblivion Ring ou 3 Oblivion Ring qui font et qui font n'importe quoi. qui finissent la partie. C'est ça. Bah tiens, en parlant d'artefacts à 1 blanc, si je peux reprendre la main là-dessus une seconde, j'ai un commentaire un peu design sur une autre carte dans le même genre.
c'est Market Gnome. Oui, j'adore cette carte. Je sais pas si tu l'as vu, du coup c'est une 0-3, c'est une créature artefact 0-3 pour un mana blanc. Et en fait il dit que quand il meurt, tu gagnes un point de vie et tu pioches une carte. Et quand il est exilé depuis le board, alors que tu actives une capacité de craft, tu gagnes un point de vie et tu pioches une carte. Et donc, ça c'est très curieux en fait comme templating, parce que c'est deux effets différents qui sont des effets de quitter le champ de bataille. Du coup, en fait, on pourrait se demander mais pourquoi ils ont templaté cette carte comme ça, alors qu'ils auraient pu simplement mettre quand le Market Gnome quitte le champ de bataille, vous gagnez un point de vie et vous pêchez une carte. Et du coup, bah, t'aurais le truc qui marcherait avec Craft machin là, naturellement. Là, c'est pour les formats éternels. Alors, il y a plusieurs réponses pour ça. Et en fait, moi, ma théorie là-dessus, c'est que quand ils ont créé la carte, c'était comme ça qu'elle était écrite. Il y avait marqué quand tu quittes le champ de bataille, tu gagnes un point de vie, tu pioches une carte. Et je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de tester si ça allait péter un truc avec les cartes qui blink, par exemple Ephemerate en moderne ou en legacy ou Soul Herder ou des machins comme ça. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de tester et qu'ils se sont dit, ou alors ils ont eu le temps et ils ont conclu que c'était trop fort, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de tester, ils se sont dit bon bah dans le doute, vas-y on met un templating un peu moche et on joue safe et on l'utilise que pour ce qu'on était censé faire avec quoi. Tu penses que ça aurait été trop fort si ça avait été juste Leave the Battlefield? Enfin, que ça aurait pas été, non, que ça aurait pas été trop fort, pardon. Je pense justement que ça aurait pas été trop fort et je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de le tester. En fait, ça à mon avis, parce qu'ils n'ont pas de temps à donner pour une Unco tester dans les formats éternels alors que c'est pas prévu, tu vois. J'en ai un dernier, mais c'est plus pour le Dan. Vas-y, Dandan blanc. C'est ça. C'est pareil dans les spoilers d'Ixalan, il y a un truc en rituel pour un qui réanime un truc qui coûte 3 ou moins, carrément je tape. Ah oui, il y a un unearth. Ouais. Ah oui, je l'ai vu aussi. Ouais. Et ça, je trouve ça plutôt stylé. Voilà. J'aime bien le design. Bah ouais, moi j'aime beaucoup Unearth. C'est une de mes cartes préférées de mon cube, mais ça n'a pas trop de sens d'avoir deux cartes dont une est strictement inférieure à l'autre. Bah, c'est pour la color Du pie. coup, ouais, mais la color pie, c'est pas juste ma carte a fait comme toi, mais nul quoi. Bah si, c'était comme ça dans Magic, c'est genre bleu il pioche, rouge il pioche pas, vert il pioche avec ses bêtes, et blanc il pioche pas non plus. Ouais, maintenant blanc il pioche avec Palace G là. Avec le monarque. Yes. Bon. Et ben, je pense qu'on arrive à la fin de la mission. Et puis, bah, comme on en a parlé à pré-record, bah, c'est le moment où vous me partagez un petit truc avec les auditeurs et les auditrices, une œuvre qui vous a marqué dernièrement. Ça peut être un film, une série, un jeu de société, une bouffe, un spectacle de rue, un dessin de votre nièce, n'importe quoi. Un petit truc à partager pour nos auditeurs. Tu veux commencer, Charles? J'allais te demander si tu voulais y aller justement. Pour voir. Mais si tu me laisses commencer. Bah, en fait, moi j'avais un peu envie de parler de jeux de société, mais comme je sais que Bambi il tient un shop, je me dis est-ce que je vais marcher sur les doigts. Est-ce que vous avez déjà parlé de Challenger sur le podcast ou pas? Ok, bon, c'est une bonne occasion de le faire quand même. C'est un truc. Bah, j'ai envie du coup de vous parler de Challenger un peu, du coup, qui est un jeu de société qui a eu. Je crois, jeu de l'année, si je me trompe Spiel, pas. je crois. Le Spiel, hein, c'est ça, c'est le Spiel des Sierras. Donc, qui est plus ou moins le meilleur truc que tu puisses avoir quand t'es un jeu de société. Qui est un jeu qui est très moche, je trouve. Je suis pas le seul à le trouver. Je suis d'accord avec toi. Mais qui est un banger en fait, en termes de game design et de sensations de jeu, etc. C'est assez dur en fait à équilibrer, parce que je me rappelle que quand j'en ai parlé à ma copine, elle m'a dit dit comme ça a l'air un peu naze, mais en vrai quand tu joues c'est vraiment super bien foutu. C'est ce qu'il y a de plus proche je trouve d'un auto-battler en jeu de société. Donc en fait c'est un jeu de deck building où tu fais ton deck et ensuite tu proposes ton deck contre un adversaire et vos decks se fight un peu automatiquement. Après il y a des moments où il y a des petits choix etc, mais ça se fait un peu automatiquement et ça enchaîne très vite et ensuite hop tu rechanges ton deck, tu fais contre quelqu'un d'autre, tu rechanges ton deck etc. Et je trouve ce jeu super bien foutu, il est vraiment très accessible et en même temps il y a de la profondeur, il y a des gambles que tu peux prendre à certains spots. C'est en plus un très bon je trouve palier vers le jeu de deck building de manière générale. Et il y a l'extension qui est sortie très récemment, que j'ai pas encore testé, mais que je suis curieux de voir.
parce que banger. Et en plus, j'ai une petite anecdote sur Challenger qui me vient du travail. Je pense qu'elle est confidentielle, mais que je sais même plus qui me l'a raconté, donc whatever. Et au boulot, je connais plein de gens qui ont bossé avec plein d'autres gens et du coup qui connaissent un peu tout le petit monde des jeux de société. Et apparemment, la meuf qui a bossé sur l'édition de Challenger, c'est une meuf qui fait que des bangers. Genre tous les jeux qu'elle a édités, ils ont tous eu des prix de port et tout. Et genre quand ils lui ont présenté le jeu, elle a dit votre jeu il est trop bien, mais par contre graphiquement ça va pas, faut qu'on refasse tout. Et les mecs ils ont dit non trop pas, c'est nous qui l'avons fait, si vous éditez notre jeu, on reste là-dessus parce que c'est notre DA et on kiffe bien, tu vois. DA c'est direction artistique, pardon. Et à ce moment-là elle a eu le coup d'œil et elle a dit ok, leur jeu il est tellement bien que même avec la DA de merde, on y va quand même. Et ils y sont allés et ils ont gagné le Spiel. Alors du coup, ils ont gagné le Kenner Spiel des CRS, donc le jeu de l'année pour enfants, et ils ont gagné l'As d'Or 2023 section initiée. Voilà. Pour la petite précision. D'accord. Bah, j'imagine que c'est que des trucs prestigieux du jeu de société. Bah, c'est 2 des 3 meilleurs trucs en gros. Bah, en gros, le Spiel des CRS, c'est le prix du jeu de l'année en Allemagne, et l'As d'Or, c'est le prix du jeu en France. C'est ça. Voilà. Ok, stylé. Donc c'est voilà, donc il a gagné 2 prix. Moi j'aime bien décrire le jeu quand je le vends en boutique comme un jeu de bataille. Ouais, c'est ça. Mais sauf que quand tu décris comme ça à des gens qui aiment les jeux experts, souvent ils disent bah ouais mais moi je joue à Terraforming Mars, pourquoi je jouerai à la bataille, tu vois. Alors et je n'aime personnellement pas Challenger, mais je comprends l'attrait que les gens peuvent avoir pour ce jeu. Ok. Nox, qu'est-ce que t'as pour nous? Alors, moi je voudrais vous parler d'une chaîne YouTube, qui parle justement de game design, alors de game design de jeux de vidéo. Cette chaîne elle s'appelle Esquive la boule de feu. C'est trop marrant comme nom. Ouais, c'est excellent. Alors donc du coup ça parle de jeux vidéo, c'est un format long, donc ça va très très en profondeur. Tu vois typiquement, il y a beaucoup de jeux rétro mais pas que, hein. Mais voilà, ça analyse très en profondeur, que ce soit les boucles de gameplay, mais aussi les ajustements qui ont été faits, tu sais, entre les versions des jeux. Donc sur les remakes et tout ça. Donc c'est vraiment très très intéressant, mais ça parle aussi, tu sais, de tout l'aspect immersion. Donc on va parler aussi de la musique, du contrôle de la manette, de tous ces aspects-là. Et comment dire, et c'est voilà, cette chaîne elle gratte vraiment loin dans la conception d'un jeu. Alors plus sur les aspects ludiques quand même, mais du coup tu vois c'est très nourrissant. C'est-à-dire que toutes les fois où tu t'es frustré et peut-être que tu savais pas pourquoi, bah ça met vraiment bien le doigt dessus. Et c'est super chouette parce que de manière générale ça fait travailler beaucoup l'esprit critique des œuvres ludiques en général. Ok. J'avais le nom d'une chaîne qui faisait un peu la même chose mais en anglophone, que j'aimais beaucoup regarder aussi, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Et toi, Bambi? Pour ma part, je voulais partager quelque chose qui nous relie tous les trois, mais d'une manière assez rigolote, et du coup je vais faire un peu de storytelling parce que j'adore faire du storytelling. Le porno? Bah voilà. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode. Alors, c'est l'histoire de Bambichon qui reçoit un message de Charles Wickham et qui me dit merci pour ta reco de podcast, elle était trop cool. Et moi qui suis là, genre. Putain, incroyable, ça. Et moi qui suis là. Quoi ? De quoi tu parles ? Et en plus, il me fait un super compliment en me disant la nana, elle est trop bien, enterre-toi, qui pose des questions et tout. Et du coup, je me suis mis à l'écouter. Et il s'avère que du coup, j'en parle avec mon pote Nox qui me dit bah oui, moi, c'est un podcast féministe que je recommande souvent quand on me demande un podcast féministe. Et du coup, il s'avère que finalement, la personne qui avait recommandé à Charles Wickham ce podcast, c'était Nox. Et du coup, je me suis mis à écouter du coup Les Couilles sur la table, qui est un podcast féministe qui est hyper chouette et que je recommande du coup à tout un chacun et tout un chacune du coup. C'est un podcast féministe qui prend un peu le contre-pied et qui va, plutôt que de parler de la place des femmes dans la société, va parler de la place des hommes et notamment des masculinités. Et je trouve ça hyper intéressant en fait, parce que dans le féminisme, on parle souvent des femmes et on parle souvent des hommes comme des agresseurs, comme le patriarcat, etc. Mais on omet aussi de parler de tout un tas d'aspects en fait, qui sont
tue en fait, notamment que les hommes ils sont censés contrôler leurs émotions, qu'ils peuvent pas être sensibles, enfin tout un tas de choses. Donc évidemment je réduis un peu tout ça pour... Oui, non, mais il y a aussi des axes différents en fonction des invités. Des fois, ils parlent des hommes blancs, des hommes noirs, des hommes vieux, des hommes jeunes, c'est intéressant. C'est ça, des relations homosexuelles, des personnes asexuelles, des personnes efféminées mais qui sont hétérosexuelles, enfin bref, de tout un tas de spectres en fait, des masculinités. Enfin, ce que j'aime bien, c'est qu'elle parle souvent des masculinités et pas de la masculinité, ce qui fait que ça... En tout cas, moi, en tant qu'homme hétéro, cisgenre, ça me permet de me déconstruire et de me reconstruire. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Et fun fact, je suis en train de penser que j'en suis au 40e épisode. Ah oui, t'avances plus vite que moi. Et que du coup, voilà, petite coïncidence. Petit projet secret, je lui ai envoyé un mail et elle m'a toujours pas répondu, parce que j'aimerais bien enregistrer un podcast avec elle. Donc Victoire, si tu m'écoutes, je t'attends. N'hésite pas à m'envoyer un mail. Voilà. Donc les couilles sur la table, c'est sur Spotify, c'est sûrement sur plein d'autres plateformes dont j'ai pas idée, mais en tout cas moi je l'écoute sur Spotify, donc je vous recommande ce podcast qui est plein de choses positives, bouleversantes, tristes, joyeuses et tout ça quoi. Ouais, en tant que mec, c'est un podcast qui peut provoquer beaucoup de choses. Déjà parce que, alors ça c'est mon avis perso à moi, hein. Je trouve que les épisodes se valent pas. Bon, certainement comme notre propre podcast, hein, cela dit. Je suis d'accord, hein, cela dit. Quel connard. Salaud. Non, mais pas sur votre podcast. Non, je trouve que les épisodes sont très hétérogènes. Tous les épisodes où il y a Nox, ils sont mieux que ceux où il y a Bambi. C'est vrai. Déjà parce qu'il y en a plus. Mais ouais, enfin, tu sais, des fois, enfin, j'ai l'impression, comme beaucoup de... Moi, je viens un peu de la sphère militante, alors pas du tout cette branche-là, malgré que j'y sois sensible. Comme dans n'importe quel milieu militant, il y a beaucoup de gens qui ont des opinions qui sont très clivantes, et c'est rarement des gens qui disent des conneries. Néanmoins, c'est des gens qui écoutent pas forcément les autres non plus, et du coup ça fait des discussions de sourds de temps en temps. Et je trouve que à l'oreille, c'est pas très très agréable. Je pense pas que ça soit la majorité des épisodes, mais quand c'est le cas, je sais pas. Ça, même dans la vraie vie, déjà, c'est un sentiment que j'aime pas du tout. Alors l'écouter en podcast, ça me saoule particulièrement. Néanmoins, pour les beaucoup de morceaux de bravoure qu'il y a dans ce podcast, ça vaut quand même le coup de l'écouter. Je suis d'accord. Mais moi, il y a des podcasts, il y a des épisodes que j'ai zappé aussi parce que j'aime pas trop quand on me fait un cours magistral sur comment je dois me comporter en société. Enfin bref. En vrai, moi, je trouve ça cool que ce contenu il existe, et après, voilà, est-ce qu'il y a des trucs où on choisit d'écouter, d'autres on choisit pas d'écouter, et voilà. Carrément. Mais le fait de savoir, c'est une bonne chose, clairement. Carrément. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Charles ? Vous pouvez me retrouver sur internet, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur le Podcaster Mage, également sur Twitch en direct, en général le mercredi soir. La sortie des podcasts c'est plus aléatoire, surtout qu'avec le taf maintenant c'est plus compliqué. Et sinon vous pouvez me retrouver sur Paris à une table de draft ou peut-être de PTQ, et je l'espère dans la plupart des Regional Championship et Pro Tour qui arriveront à l'avenir. Et peut-être à Auxerre quand j'aurai pas la flemme de réorganiser un RCQ. Oui, dans la piscine de Bambi, qui est définitivement froide puisqu'elle est à la même température que l'eau en Suède. Et tout le monde sait bien qu'en Suède, c'est tropical. Exactement. Bon, merci à vous, en tout cas aux auditeurs et aux auditrices, d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker, de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un billet doux en MP. En attendant, on vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de malades. C'était le Pince Crâne. Bisous. Salut. À très bientôt.